Allez, action! Salut, c'est Greg, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'interview autour du tonneau. Cette fois-ci, c'est le mec de mes castors dont on vous a tant parlé sur nos chaînes, même avec John, qui est ici. On a pas mal de questions autour de la moto, bien évidemment, du road trip et puis de l'entrepreneuriat aussi, parce que monsieur travaille dans la moto. Donc si vous êtes prêts, posez-vous tranquillement comme nous, avec un petit café, une bière, ce que vous voulez, et avec modération, et nous on est parti. Je suis pas fan de faire genre, tu sais, l'intro, genre présente-toi. Ma première question est, comment es-tu arrivé dans le monde de la moto? Comment as-tu débuté la moto? J'ai débuté la moto par esprit de contradiction. Oula. À la base. Ouais, ça commence bien. Ouais. Ça commence bien, attends, je vais boire un coup. Ça commence fort, c'est la première, ouais. Non, par esprit de contradiction, puisque moi je suis issu d'une famille de garagistes. Ok. Donc chez nous c'était la bagnole. Les caisseux, comme on dit. C'est ça. Et issu d'une famille aussi dans laquelle on faisait du sport automobile en rallye. Okay. Donc mon frère courait en rallye, mon père faisait la préparation, l'assistance, tout ça. Et moi je voulais juste pas faire comme tout le monde, donc j'ai dit mais moi je ferai pas de voiture, donc je veux faire de la moto. Et j'étais le seul dans ma famille parce que je suis pas issu d'une famille qui est comme certains génétiquement voués à faire de la moto, voilà, de père en fils. Bah, comme moi du coup. Et ça tombe comme ça. Voilà, donc je suis parti du principe de dire moi je vais commencer par faire de la moto et la voiture on verra bien plus tard. À quel âge alors du coup? Je sais pas, je dirais peut-être 12-13 ans, 10-12 ans. Ah ouais, t'as eu l'esprit de contradiction très tôt. Ouais, l'esprit de contradiction très tôt. Et puis surtout, dans ma famille, alors j'ai mes souvenirs de gamin, c'est quand mon père regardait les Grands Prix de Formule 1. Ok. Les trucs qui étaient ennuyants, mais à souhait pendant... Il y en a peut-être qui aiment. Oui, mais moi, en tant que gamin, 3 heures ou 2 heures, je sais plus. Avec des mecs qui suivent à la queue leu. Ce souvenir d'un truc démesurément long comme ça, de gens qui suivent, il y a très peu de dépassements, il se passe pas grand-chose, je comprends les passionnés, mais moi, ça me parle pas. C'est pas le GP, quoi. Et à l'inverse, tous les ans, on regardait le Dakar pour la partie automobile, et moi, je regardais le Dakar plutôt côté moto, c'est plus ça qui me faisait rêver. Question qui va découler de ça, quelle a été ta première bécane et à quel âge? Quel âge? 18 ans. Permis moto, tout de suite. Si on parle pas de l'époque scooter, on dit qu'on oublie. Ouais, on va avoir des problèmes. Ouais, c'est ça. Donc, non, 18 ans, permis moto, une Kawasaki ER5. Oh, énorme. Un foudre de guerre. Ouais, avec le pot qui siffle. Avec le pot qui siffle, avec beaucoup de choses qui sifflent, avec un freinage absent, avec... voilà. Il n'y avait pas de frein dessus? Et tambour. Il y en avait? Ah oui, il y en avait, ils en avaient mis. Ah, le tambour, c'était pas ouf. Et bridé en 34 chevaux parce que 18 ans. La belle époque. Voilà. Donc 2 ans, 34 chevaux en ER5 et 2 ER5 dans cette période. Ah oui, quand même. T'en as cassé une? Ouais. Ah voilà. 3 semaines, parce qu'il n'y avait pas de frein. 3 semaines, 800 km. La première, je suis rentré dans le bain assez vite, des motos et aussi des petits incidents et des accidents. Aïe. Un genou. Ah tiens, bah voilà. Un genou, 3 semaines de permis et 3 semaines de... C'était quoi? C'était on se sent les ailes qui poussent tout de suite là, comme le jeune permis ou non? Pas du tout. Un gars alcoolisé qui a fait demi-tour sur une nationale et qui s'est pas posé de questions. Il fait demi-tour quoi. Et puis quand on débute, on le sait tous, on n'a pas les réflexes, on n'a pas. Tu colles peut-être un peu. On n'a pas le truc, voilà, on prend pas les distances de sécurité, on se méfie pas aussi des autres. Après, avec l'expérience, on se méfie beaucoup plus des autres. Oui. Au début, on se méfie pas trop. Tout est beau, tout est neuf. On a la meilleure moto du monde, on est content. Voilà. J'avais un collègue qui a passé son permis à Alès et son moniteur qui officiait aussi sur le circuit. Enfin, je pense qu'il était pilote. Il leur disait une expression qui sera presque censurée, mais bon, c'était à chaque fois qu'ils arrivaient à un carrefour, il disait cherche l'enculé. En fait, il disait pas fais attention tes contrôles machin, il expliquait parce que ça va te sauter dessus en fait. Ouais. Et ce mec m'a marqué, et des fois avec Tony quand on est en road trip et qu'on arrive quelque part, tu vois quelqu'un qui arrive beaucoup trop vite alors qu'il y a un stop, il va certainement s'arrêter mais toi en last minute, mais à chaque fois moi j'ai sa phrase dans la tête et je me dis bon attends fais gaffe mais déporte-toi au cas où, tu vois. Ça. À 99,9% il s'arrête. Ouais, c'est ça. Mais le 0,1 c'est celui qui peut changer. On n'a pas le temps pour ça déjà qu'on se fait mal avec des trucs électriques. Ouais. Et léger. Et léger, ouais. Bah, peut-être pas tant, parce que ça appuie. Au début, j'ai roulé beaucoup, mais j'ai roulé avec les copains et c'était tout le temps en fait. On roulait tout le temps, mais c'était que. Comme on a eu fait. C'était qu'en local. Quoi, voilà. Balade à la journée et compagnie. Quoi. C'était pas. Je vais te couper une seconde. Je viens de me toucher les cheveux. Tu peux me passer la casquette qui est là-bas, s'il te plaît? Je me rends compte que mes cheveux horribles sont à l'écran depuis tout à l'heure. Donc je vais arrêter ce supplice que je fais vivre à toute personne qui regarde la vidéo. Ah là là, ça va aller tellement mieux maintenant. Comment ça se fait qu'il est autour du tonneau? Comment vous... Alors on n'entend pas, mais on a Tony en backstage qui nous amène une question importante qui dit comment est-ce qu'on s'est connus. C'est rigolo parce que le mec en plus il connaît la réponse et il sait qu'il est en plein milieu de la réponse. Il sait qu'il est primordial. Bon, je te laisse y répondre alors. On verra oui, bah, je vais
vais y répondre. Pas ça, là, un truc classe. Hein. Oui, mais non, c'était pas cette soirée-là. Ah oui, non, pardon. Non, tu confonds. Cette soirée. Tu confonds. Comment on s'est connus ? Eh bien donc, la voix off qu'on entend derrière, qui est Tony, et qui est l'homme à tout faire, le roadie de l'équipe. Avec Tony, en fait, on s'est connus sur le groupe Facebook DR350, puisque du coup, avec un ami, on a cofondé le groupe Suzuki DR350 France. Il y a quelques années maintenant, à l'époque où on roulait en DR350, tous les deux. Tony est venu à la boutique un jour, récupérer la commande qu'il avait passée, parce qu'il n'est pas très loin. Et c'est là qu'il m'a expliqué qu'il avait un ami qui, à défaut de faire du off-road pur et dur, avait une chaîne YouTube, qui faisait des vidéos, et qui venait d'acheter une moto en béton, et qui souhaitait la retaper, et puis c'est parti là en fait où voilà, il a fait le lien, et puis vous êtes revenus tous les deux, et c'est ça. Et puis de fil en aiguille, après quelques douloureuses expériences mais non. de moto, puis après on a eu l'occasion de rouler ensemble, et puis de se connaître un peu plus. Ouais, donc ça fait 3-4 ans, je crois. Ça fait 3-4 ans, ouais. 3-4 ans. Et comme j'aime à le rappeler, à l'époque, moi, la chaîne, elle était vraiment pas connue. Et tu te lançais, donc tu m'as dit, clairement, je peux pas te donner des choses parce que j'essaie de me faire de vivre déjà, quoi, tu vois. Ça. Et tu m'as dit, mais je peux t'aider un petit peu à ma hauteur. Et là où moi, j'avais que des portes qui me claquaient au nez ou qui me répondaient pas à l'époque. Et voilà, ça, moi, c'est... Ça m'a fait plaisir, donc je ne l'oublie pas, merci. Merci pour ça. Le principal pour moi à ce moment-là, parce que je me souviens de ce moment où tu es passé, c'était surtout parce que je l'ai vécu, je l'ai fait de retaper des bécanes, j'en ai retapé beaucoup à une époque, ça a été aussi un truc que je faisais tout le temps. Et on fait tous des erreurs en se disant je suis persuadé qu'il faut faire ça, faut faire ça. On dépense tous de l'argent un peu à tort et à travers, et l'argent reste quand même le nerf de la guerre dans tout ça, parce que... surtout sur une resto, tu chiffres tellement vite avec les pièces, quoi. En fait, t'as pas l'impression. Au début, tu dis, c'est bon, je vais rajouter... 30 balles, pour 1000 €, je la retape entièrement. Ouais, non. Voilà, ça marche pas comme ça. Ouais. Voilà, 1000 €, c'est ce que t'as mis les 2 premiers mois, et puis tu te rends compte que la moto, elle est loin d'être roulante. Exactement. Et en fait, à la fin, quand tu fais le bilan, tu te rends compte que t'as changé des choses pour rien. Il y a d'autres choses que t'as pas pu changer parce que le budget y était plus. Ouais. Donc moi, c'est surtout ça l'idée, c'était de faire profiter de mon expérience, à mon niveau, ma simple expérience, de dire voilà, je sais ce que c'est, j'en ai retapé plein, donc de pas pouvoir te dire ne fais pas cette erreur, je l'ai déjà fait. Ça a bien marché parce que j'ai failli mettre des trucs en trop, il y a des trucs que j'avais oubliés, enfin je me rappelle, j'avais ma petite checklist avec mon budget qui était déjà une belle bien haut, quoi. Ouais, je t'avais envoyé, tu m'as dit ça je peux avoir, ça je peux pas avoir, ça c'est c'était bien. Non, c'était cool, cette EDR, je l'ai pas gardé longtemps parce qu'après avec la T7 j'avais vite fait le Ténéré Camp et le premier, et ça m'avait montré que je pouvais essayer avec elle. Du coup je l'ai vendue. Parce qu'elle n'a pas servi pendant 1 an, donc elle n'a pas aimé avec les carbus. Donc c'est pas grave, je savais les démonter, et puis j'ai remis en état, j'ai revendu, quoi. Mais on n'est pas à l'abri qu'un jour je refasse un projet. Quand j'aurai 2 jambes, ça peut être une idée. Oui, déjà, voilà, il y a déjà un projet de restauration. Parce que tu sais que j'ai des gens qui me disent, tiens, tu pourras avoir des idées de vidéos à faire en plus des interviews, c'est des tutos méca par exemple. Ouais. Mais le problème, c'est que pour ça, il faut pouvoir se mettre à genoux, se baisser ou être sur 2 jambes à côté de la moto, et là, c'est clairement pas possible. Aujourd'hui, tu es Arnaud de Mecastore, le mec de Mecastore, comme on dit. Et avant de parler de Mecastore, qui est donc un shop en ligne de pièces, accessoires, équipements moto, il y a un passé professionnel dans la moto. Donc est-ce que tu peux nous y amener tranquillement ? On va essayer de faire ça de façon assez synthétique. Vous avez 2 heures. Voilà, c'est ça. Comme je le disais, comme en tant que petit garçon qui voulait pas faire de l'automobile et qui voulait pas travailler dans l'automobile pour pas faire comme son papa et comme son grand frère. Ni dans le garage. Okay. À 18 ans, j'ai décidé d'arrêter le cursus scolaire. Et du coup, j'ai commencé à bosser dans un garage. Ok. Voilà, puisque la contradiction c'est dans les 2 sens. Donc j'ai passé pas mal d'années à travailler dans un garage. Un garage moto. Automobile. Ah, auto. Et ouais. Échec complet. Vraiment échec complet. Ouais. échec de plan de vie complet. Mais par facilité, parce que t'as une affinité forcément avec ce milieu-là, donc par facilité. Okay. Voilà, c'était vraiment le choix de facilité. Au départ, juste pour dire voilà, je mets le pied dans la vie active. Dans la méca. Et ensuite, je ferai ce qui me plaît. Et au final, j'ai aimé ce que j'ai fait, donc je suis resté pas mal d'années. Et puis j'ai évolué au sein du garage où j'étais, j'ai ensuite travaillé aussi chez Renault, enfin voilà, je suis resté un peu dans ce truc-là. T'avais chaque jour un bruit nouveau aussi ou pas du coup ? Je roule toujours en Renault, donc pour l'instant tout va bien. Pour l'instant. À chaque fois on touche le tonneau ici. Donc au cas où. Non mais pour l'instant ça va. Ce qui a amené réellement à Mecastore, c'est qu'en fait j'ai eu une super expérience professionnelle dans le milieu de l'achat-revente d'occasion. Donc pour le coup, plus rien à voir. Je me suis entre guillemets reconverti. Quand j'ai déménagé, en fait, quand je suis parti de la Normandie
pour venir arriver dans la Drôme Ardèche, en fait, il a fallu trouver du travail. Et puis, j'ai eu cette opportunité, j'ai rencontré un patron qui m'a ouvert la porte, et j'ai passé 5 années vraiment extraordinaires dans un métier que je découvrais, qui n'existait pas, donc j'ai fait pas mal de choses, jusqu'à devenir directeur du magasin. Et puis, le projet était soit d'ouvrir un magasin dans cette branche-là, ça a été un projet qui a été beaucoup travaillé. Et en parallèle, mon plan B, si jamais pour X raisons ça ne fonctionnait pas, c'était d'ouvrir une boutique pour vendre de l'accessoire de moto, fort de toute l'expérience que j'avais, de me dire maintenant j'ai ce qu'il faut, j'ai de l'expérience dans le management, j'ai de l'expérience dans la gestion d'une entreprise, je peux légitimement monter quelque chose en évitant de me casser la gueule tout de suite, en évitant les erreurs et les échecs. Donc le plan B, c'était ça, donc je l'ai travaillé, études de marché, etc., en parallèle. Le plan A dans le magasin d'occasion ne s'est pas fait pour X raisons, donc c'est le plan B qui est arrivé. Et au milieu de ça, il est arrivé un petit truc qu'on a tous vécu, c'est le Covid. Ah oui. Et le Covid a remis en question plein de choses, dont la création, l'ouverture. C'était un peu plus compliqué de se lancer dans une période où personne ne savait où on allait. Et donc j'ai remis, je me suis beaucoup réinvesti pour ouvrir cette boîte, et aujourd'hui ça fait 4 ans. Donc, 4 ans de Mecastor. 4 ans de Mecastor. C'est bien, avec un site internet tout neuf depuis peu. Avec un site internet tout neuf depuis peu. C'est bien, parce que ça fait un moment que je parle à tout le monde de Mecastor, mais on ne t'a jamais vu, donc enfin on te voit. Oui, on me voit peu. On me voit un peu avec le casque. L'homme de l'ombre. Avec le casque et la moto, mais peu en vrai. Ouais. Cette idée de Mecastor, donc elle était dans ta tête depuis longtemps, mais bon, avant tu avais de l'automobile, là du coup dans la moto. Donc comment tu fais le lien là? La passion. Le lien, c'est la passion, c'est que entre la mécanique automobile et la mécanique moto, il y a quand même énormément de liens. De toute façon, ça reste de la mécanique. Oui. Et puis l'automobile, ça m'a jamais fait vibrer. Ouais. Jamais, même si j'aime bien. Oui, alors que là, c'est sur un véhicule passion, quoi. La moto, ça fait vibrer quand même, il y a un truc, voilà, ça fait 24 ans que je fais de la moto, donc voilà, ça s'est jamais arrêté, ça a toujours été ça. Donc l'idée, c'était de donner cette grande formule qu'on a tellement entendue, là, donner du sens un peu à sa vie. Donc voilà, sans parler vraiment de donner du sens, mais c'était l'idée de dire, voilà, quitte à vraiment se donner à 200% dans un projet, qui est un projet important, dans ce cas-là, on le fait et on le fait dans un truc qui vraiment a du sens. Quoi, ouais, en plus. C'est ça. As-tu l'impression de travailler du coup? Alors, c'est toujours un vaste sujet. Je travaille beaucoup en termes de, ça, pas le choix. De cadence. Oui, je travaille beaucoup. Par contre, sincèrement, j'ai pas énormément l'impression de travailler dans le sens où je parle de moto toute la journée, je bosse moto, je découvre... Ça change beaucoup de choses. Hein. C'est un milieu qui est tellement vaste en plus, il y a tellement de choses à découvrir tout le temps. Il y a des évolutions, il y a des fournisseurs, il y a des gens passionnés. Et puis tu découvres des nouvelles personnes à chaque fois quand tu vas démarcher un autre fournisseur, une autre marque que tu veux rentrer dans ton catalogue. Enfin, voilà, c'est ça. Et puis, faut se remettre en question tout le temps. Ça, c'est le propre de l'entrepreneuriat. Mais à plus forte raison dans le monde de la moto, dans le secteur du trail que j'ai choisi d'exploiter aujourd'hui, c'est de faire de la pièce que pour du trail. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est important de le dire. Ouais. C'est pas roadster, c'est pas tout type de moto. Ça l'est plus. À la création de Mecastor, c'était très généraliste parce qu'il fallait faire sa petite place sur le marché quand même, donc il fallait essayer de toucher le maximum de gens. Moi, ce qui me fait aujourd'hui vraiment vibrer, c'est le monde du off-road, donc sous toutes ses formes, c'est-à-dire l'enduro, le raid, le rally raid et le trail au quotidien, mais avec le penchant off-road. L'idée, c'est de dire, voilà, je fais que ça, et ça bouge tout le temps. Il y a tout le temps des nouveautés, il y a tout le temps des nouvelles choses. En ce moment, ça bouge pas mal. C'est assez génial, ça ne s'arrête jamais. Donc, des nouvelles marques qui sortent, des trucs qui se lancent, des petites startups, c'est clair. Et il y a plein de nouveaux fabricants d'accessoires. Moi, je suis accessoiriste, je vends de l'accessoire. Tu découvres tout le temps des nouveaux fabricants qui se lancent, qui font un truc qui est très différent de ce qui existait avant, avec des solutions techniques. Alors, il y a des choses plus intéressantes, des choses moins intéressantes. C'est pas grave. Je sais que dans ton scope, moi, je sais que je te prends les pneus. Je sais que la batterie de l'ancienne moto, les freins, tout ça, tu fais tout ce qui est comme ça. Tout ce qui est consommable. Tu fais donc les consommables, huile et tout ça. Tu fais donc équipement. Est-ce que tu fais tous les équipements pour voir un petit peu... Tous les équipements, ce serait trop dire, c'est impossible de faire tous les équipements. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de proposer que des choses qui me parlent. C'est-à-dire que ce que je vends, c'est pas une généralité à 100%, mais ce que je vends, ce sont des produits avec lesquels, en règle générale, je roule. Moi ou mon entourage proche. Avec familier que tu peux toucher, quoi. C'est du matériel que j'ai testé, que j'ai essayé. S'il y a du matériel qui ne m'a pas donné du tout satisfaction ou sur lesquels j'ai des doutes,
je le propose pas. J'ai pas envie d'avoir des gens qui reviennent après en me disant ce que tu m'as vendu c'est pas terrible, ça m'intéresse pas. Ah bah on est bien d'accord, c'est comme les conseils que je donne. Si c'est pour croiser un mec qui dit tu m'as fait dépenser 400 balles dans un truc qui va pas, non, tu veux pas ça. C'est ça. En fait, t'as envie que derrière les gens ils soient contents de ce que tu leur as conseillé, qu'il y ait une histoire commerciale ou pas, mais voilà, tu te donnes un conseil à quelqu'un, t'as envie qu'il soit content et il faut le donner vraiment de bon cœur. Je travaille avec beaucoup de fabricants, beaucoup de marques, mais que des marques qui me parlent et que j'ai envie de développer. Et uniquement ça. Et alors ce côté client là, ça m'amène sur une question de quelque chose que je dis quand je parle de toi, c'est qu'on peut t'appeler et qu'on peut te demander le conseil, ce qu'on n'a pas forcément avec les énormes sites et les énormes marques. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Comment est-ce que ça faisait partie de ton cahier des charges de base de pouvoir faire du conseil, en plus de gérer le shop? Pas du tout. Ah. Non, ça faisait partie du... Tu n'y avais pas pensé quoi. Je l'avais pas formalisé comme ça. Ça faisait partie un peu du cahier des charges, c'est de garder le lien avec la personne en face, avec que ce soit un client ou pas un client, mais peu importe, du lien humain. Mais au début, je faisais ça, j'étais un peu à l'étroit, je faisais un peu tout le temps dans tous les sens, donc j'avais pas le téléphone, par exemple, j'avais pas de ligne fixe. Je faisais uniquement par message, par mail, parce que ça permet, les mails c'est pratique, ça permet de répondre de façon assez construite en prenant un petit peu le temps et ça prend moins du temps comme au téléphone. Aujourd'hui, maintenant, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus clair. J'ai le téléphone, je passe beaucoup de temps au téléphone avec les gens qui m'appellent. J'hésite pas à prendre des fois 1 heure, 1 heure et demie avec les gens au téléphone, c'est pas grave. Tu peux vraiment faire des devis personnalisés comme ça, vraiment tu peux les accompagner quoi. J'ai très souvent des gens qui m'appellent parce qu'ils commencent le off-road. Qu'ils ont envie d'avoir quelqu'un au téléphone qui va pas juste être un vendeur, mais qui va leur dire voilà. Je fais souvent le parallèle, j'en parle assez souvent, c'est que nous on se connaît depuis quelques années. La première fois que tu es venu à la boutique parce que tu venais d'acheter ton 650 DR en béton, voilà. La première fois que tu es venu donc avec Tony, pour le coup, que je connaissais d'avant, et qui se cache derrière. Il bosse en plus. La première fois que tu es venu, c'est typiquement les clients que j'ai sont typiquement dans ton cas, c'est-à-dire que tu es venu avec plein d'idées, je viens d'acheter ça, je veux en faire ça, et voilà ce que je veux faire, et puis on dégrossit les trucs. C'est vrai. On dégrossit les choses, et puis l'idée c'est de dire ça oui, ça non, ça oui, ça non. C'est ça. On n'oublie pas certaines choses qui ont été oubliées, et puis on essaye de faire... À partir de là, on part et ensuite on évoluera et ensuite il y aura des choses à remodifier ou à refaire sur la machine. Mais d'abord, on fait en sorte que ça soit une bonne solution. Et c'était il y a maintenant 3 ans. Il y a 3 bonnes années, 3 bonnes années. Et tu avais sorti des vidéos sur la restauration de ta moto. 4 vidéos, où tu parlais de ta venue à la boutique, etc. J'ai encore aujourd'hui, en moyenne, 2-3 fois par mois, des gens qui m'appellent ou qui m'envoient un mail. Suite à ces vidéos, rigolo. En disant, j'ai regardé les vidéos de Greg sur son DR parce que je suis en train de retaper un DR. Excellent. Le DR, c'est une moto, ça existe depuis toujours, il y en a toujours en circulation. Oui, on en voit encore qui tournent. Il y a toujours des gens qui les retapent. Et ils ont exactement la même démarche de dire, voilà, je veux pas faire d'erreur, je veux pas investir de l'argent pour rien dans des trucs qui servent à rien. Donc là, ça prend du temps, ça prend souvent 1 heure, 1 heure et demie au téléphone. De dire, voilà, d'où on part, où est-ce qu'on va, quelle est l'attente, c'est important de conseiller en vraiment personnalisant le conseil par rapport à ce que la personne veut faire. On est tous différents dans notre pratique. C'est bien, ça apporte un côté différent de tous les autres gros sites que tout le monde connaît. Parce qu'au final, on peut se servir... Enfin, moi, je sais que je me sers chez toi, je trouve tout. Il me manque juste, il faudrait que tu fasses des casques, des... L'équipement pilote, c'est un vaste sujet. C'est compliqué, ça. On m'en demande régulièrement, mais c'est vraiment un métier qui est à part. L'équipement pilote par rapport à l'accessoire moto, c'est un métier à part. Et surtout, il faut nécessairement avoir des gros stocks. Il faut avoir une veste. Il faut avoir une veste dans les 3-4 coloris, dans les 4 tailles. Donc voilà, tu prends 4 coloris, 4 tailles. Pour vendre une veste, il faut en stocker 16. C'est un résumé un peu rapide. Non, je comprends. Mais en fait, il va falloir un hangar, il va falloir... Il faut un hangar, il faut aussi une trésorerie colossale, parce que les marques ne t'envoient pas du stock, ils t'envoient pas 50 vestes en disant vous nous paierez plus tard. Oui, c'est ça. C'est un métier qui est très différent, qui est à part, et en plus, très souvent, il faut les essayer. Voilà, parce que ça convient pas à tout le monde. Donc tu vois, un casque, on le sait tous, d'une marque à l'autre, c'est pas la bonne taille par rapport à la forme de sa tête, etc. Donc globalement, c'est pas dans les projets à moyen terme. Il y a déjà des gens qui font ça très bien. Moi, ce que je veux faire, c'est faire les choses bien. Donc, je laisse aux autres qui font les choses bien le loisir de le faire. C'est leur créneau. Moi, je me sens pas de le faire bien, donc je préfère ne pas le faire. Bon, ça, c'est bien. C'est la petite présentation donc, de Mecastor.fr. Comme ça, je pense que les gens ils auront une meilleure idée depuis le temps qu'on parle du gars de Mecastor. Et avec un nouveau logo en plus. Avec un nouveau logo.
magnifique logo, magnifique stickers. Ça, c'est la mascotte en fait. Oui, il existe toujours. Ça, c'est le logo. Oui, c'est vrai. Ouais, en fait, c'est le problème que moi j'ai. Tu vois, ça finalement, c'est pas un logo comme ils me disent tous. C'est une mascotte. En fait. Donc, je suis en train de chauffer l'ami JB pour. Après, moi, tu vois, j'ai pas mis ma tête à moi sur les. C'est pas mon idée. Sur les... Tu te défends comme tu veux. Moi, j'ai pas mis ma tête à moi sur. Moi, j'étais contre. Et d'ailleurs, c'est à chaque fois, il y a des gens parce que pour mémoire, je fais des magnifiques t-shirts. Si ça vous intéresse, il y a des gens qui m'ont dit, mais tu sais, on n'a pas envie d'avoir ta tête sur notre t-shirt. Ce à quoi je leur réponds, c'est pour ça que j'ai pas fait des slips. C'est pas bête. Voilà. Ça donc va on est en marcher, train de... Je sais pas. On va rester à t-shirt casquette sur le développement de Mecastore depuis 4 ans, c'est ça à peu près? Ouais. T'as eu quoi comme grosse phase, comme gros palier d'évolution? Parce que se lancer du coup dans la moto en partant de zéro, c'est pas rien. Il faut en vivre, surtout quand t'as du matos au milieu. Ça doit pas être très simple, j'imagine. C'est pas simple. Je vois juste avec des fringues commencer, moi, c'est la panique. Il y a eu deux grosses phases d'évolution. La première, c'est quand j'ai pris le local, puisque au début, j'ai commencé comme beaucoup dans mon garage. Il y a un mec qui s'appelle Bezos, je crois. Ouais, qui a fait qui ça a commencé aussi, dans son garage avant des bouquins. Je te souhaite de finir comme lui. C'est ça, je me le souhaite aussi. Du coup, voilà, la première phase, c'est ça, c'est prendre ce local. Ça a été déjà un investissement. Ouais. Et puis, donc, c'est un petit pari de se dire, je prends le local parce que là, je suis à l'étroit et j'ai l'impression que la mayonnaise commence à prendre. Donc maintenant, il faut pousser un peu. Et la deuxième phase, donc ça, c'était en 2020, ouais. Fin 2020. Voilà, toute fin 2020. Et puis la deuxième phase, donc c'est depuis 1 an et demi maintenant, depuis le début d'année 2023, puisque mon but quand j'ai monté la boîte dans mes projets à moyen terme, un de mes projets c'était de devenir distributeur exclusif sur le territoire de marques qui m'intéressent et qui me parlent. C'était être revendeur et de produits et de marques, c'est très bien. Ouais. Être distributeur exclusif, donc importateur de marques, c'est une étape supplémentaire. Et puis, ça demande un savoir-faire différent, c'est hyper intéressant. Et ça fait maintenant 2 ans et demi, 3 ans que je vends des kits rallye. Ouais. Entre autres, mais principalement les kits rallye d'une marque italienne. Quand tu dis kit, c'est juste les têtes, c'est ça? C'est ça qu'on appelle des têtes de fourche avec optique, avec instruments de navigation, enfin emplacement pour fixation d'instruments de navigation. Donc souvent des barres ou des platines au-dessus des compteurs pour avoir une position haute sur les instruments de navigation, avec donc de l'éclairage LED, avec une bulle de protection. Initialement, c'est des choses qu'on trouvait surtout pour être installées sur des motos qui n'en sont pas équipées d'origine. Oui. Donc par rapport à un trail, il y a plein de motos qui n'en sont pas équipées, une 690 Enduro, même pour les plus anciennes, un 400 DRZ ou même un DR 650, pour celles qui ont juste la plaque phare. Oui. Quand tu veux partir plus loin, quand tu veux installer des accessoires, c'est toujours très compliqué parce qu'en fait, soit tu mets tout au guidon, mais quand tu roules en off-road, tu passes ton temps à regarder par terre et tu regardes plus la route, et puis t'as pas de protection, et puis t'as pas d'éclairage. Donc j'ai fait connaissance de la marque 4K Parti Speciali en Italie qui ont une philosophie qui est hyper sympa, ils sont très dynamiques, les 3 cofondateurs roulent énormément, ils font beaucoup d'off-road, ils font beaucoup d'événements, ils font beaucoup de choses même compétitives, ils sont vraiment à fond. Ils tournaient autour d'une moto, c'est la 990 Adventure, et la 990 Adventure, c'est la moto que j'avais quand j'ai fait leur connaissance, donc forcément le feeling est très vite passé. Donc j'ai commencé par être revendeur de cette marque. Et puis l'année passée, on a concrétisé le projet de devenir distributeur exclusif, donc France et Benelux, pour la marque. Ça veut dire qu'il y a un truc qui est signé comme quoi ils ne peuvent pas le faire passer par quelqu'un d'autre. Il y a un vrai contrat qui est signé, il y a un engagement des deux côtés. L'engagement de leur côté, c'est que tout ce qui est vendu sur la France passe par moi, donc eux ne revendent plus en France sur leur site, donc France Benelux, et moi de mon côté je m'engage à faire la promotion de la marque, à en parler, à mettre en avant la marque, et aussi à tester le matériel, à leur faire des retours, à leur montrer que voilà, c'est une relation vraiment gagnant-gagnant pour le coup, c'est de dire on va tous les deux s'entraider. Les deux marques, les deux entités vont s'entraider pour développer plein de nouvelles choses, et c'est une marque qui est très très efficace dans le développement. Ils n'arrêtent jamais d'avoir des projets, de développer des nouveaux accessoires. Ça me fait penser à ce que tu as derrière toi. Une mentalité où tu es toujours en train d'ingénieur, toujours en train de réfléchir, d'améliorer, de trouver un autre projet, jamais sur ses lauriers. C'est ça en fait. À peine fini de développer un accessoire, il y a toujours autre chose qui arrive derrière, donc ça s'arrête jamais. Ça, je trouve ça assez génial parce qu'il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des nouvelles choses et qui sont très à l'écoute. Et puis voilà, devenir distributeur, c'est aussi une reconnaissance, c'est aussi une légitimité de dire
voilà, bah oui. tu fais bien le boulot, donc on te donne carte blanche sur un territoire, c'est quand même... Et puis le territoire français, il est quand même porteur en ce moment, je pense. Ah, on a un gros marché. Dans le milieu du trail, la France, c'est un gros marché. Ah ouais, c'est un gros bout. C'est un très gros marché. Il y a beaucoup de marques qui s'y intéressent pas encore assez. On en parle assez souvent, mais il y en a qui ont oublié. Il y en a qui ont oublié et il y en a qui n'ont pas vu qu'il y a un vrai beau marché. Donc, c'est bien, c'est qu'ils te font confiance, quoi. Ça, c'est ça. J'avoue que c'est sympa. Ça. Donc ça, c'était la dernière grosse. C'était la dernière grosse étape. C'était la dernière grosse étape. Donc c'était en début d'année dernière, en début 2023. Ouais. Et t'en vises d'autres, du coup, des comme ça Est-ce que c'est possible d'en avoir d'autres Il y en a d'autres. Là, aujourd'hui, on est aussi distributeur exclusif sur le territoire de la marque Ambro Racing, qui font principalement des pompes à eau performance, des pompes à eau à gros débit. D'accord. Donc pour le coup, c'est très spécifique. Oui. C'est des pompes à eau gros débit pour les KTM LC8 et LC4. Ah, ok. C'est vraiment un marché très spécifique. Il y a beaucoup moins, c'est une gamme qui est très restreinte. Ouais. Mais du coup, on distribue maintenant aussi exclusivement ces produits-là sur le territoire. La pompe à eau, on est là dans le cadre vraiment d'une vraie préparation d'amélioration pour une utilisation un peu plus intensive ou pour une utilisation dans des pays chauds aussi. Maroc, par exemple, hein, pour tout le monde, le Maroc, c'est une destination maintenant qui est facile. Pour nous, en France, c'est assez facile d'aller au Maroc. C'est une destination qui fait rêver beaucoup et qui continuera à faire rêver. Hein. C'est un pays super. Donc, c'est vrai qu'avec des motos comme ça, subir la chaleur de la moto, c'est pas bon ni pour le pilote ni pour la moto. On a ces deux marques. Aujourd'hui, voilà, j'ai ces deux marques que je distribue. Il y a d'autres choses en projet, il y a d'autres choses en discussion aussi. Et toi, pour Mecastor, là, tu as des projets pour encore aller plus loin, où tu te dis c'est vraiment ce que je voulais, maintenant il faut un rythme de croisière, il faut continuer à se faire connaître, ou est-ce que tu as des projets foufous, enfin je sais pas, parce qu'après non, mais après il faut des moyens, c'est compliqué. C'est ça. Il y a des projets foufous, il y a des projets qui n'aboutiront sûrement pas, il y a des projets qui aboutiront sûrement, il y a des choses qui sont en préparation, soit pour 2025, soit pour plus tard. Il y a pas, voilà, là, à aujourd'hui, il faut déjà pérenniser, faut pas aller trop vite, il ne faut pas brûler les étapes, et le reste suivra, mais il y a plein de choses en tête. Ouais. Il y a une question que je me pose, quand tu lances un site de boutique, d'un shop moto, accessoires, tout ça, lancer le site, c'est compliqué, mais c'est pas le plus compliqué. Une fois que tu as posé ton site, comment tu fais pour que les gens viennent et pour te dire demain, je vais peut-être avoir un salaire, quoi. C'est ça le plus compliqué. C'est ça le plus compliqué. Il faut être partout. Et il faut surtout avoir bien travaillé le site pour le référencement. Ah oui. Le référencement, c'est le plus compliqué quand on n'est pas adepte ou connaisseur de la chose. C'est clair. Parce qu'on ne peut pas payer une agence chère. Et qu'on ne peut pas payer une agence chère parce que, voilà, moi j'ai monté ça du mieux que j'ai pu, avec les moyens que j'avais, mais je n'avais pas les moyens de payer une agence, je n'avais pas les moyens de payer une grosse boîte pour faire un gros site, etc. Donc du coup, on trouve toujours des compromis. On fait des compromis. Mais le référencement naturel, c'est le plus important et c'est le plus dur parce que c'est souvent incompréhensible. On ne sait pas pourquoi un coup ça marche, un coup ça marche pas. Des fois, on se fait descendre dans les stats de Google, des fois... C'est ça. Donc, moi, pour le référencement naturel, ce que j'ai fait, c'est que j'ai assisté à beaucoup de formations Google. Les ateliers Google. Ouais, les ateliers Google sont vraiment très bien. Sur invitation de la Chambre de commerce, c'est gratuit. Ça pendant le Covid. C'est gratuit, c'est vraiment très intéressant. Et on apprend toujours des nouvelles choses. Moi, j'encourage tout le monde à le faire. Dès lors que vous avez même un petit site vitrine ou quoi, c'est hyper intéressant. Et puis après, il faut aussi se faire connaître sur les groupes, les forums, etc. Ah oui, ça va. Ouais. Moi, je fais en sorte de jamais spammer. Je vais pas sur le en disant bonjour, je suis là, je vends ça. Ouais. Non, je donne des conseils. Voilà, je mets pas toujours les liens vers ma boutique, je donne mes conseils à moi. C'est super délicat aujourd'hui parce que tu as vraiment l'impression, enfin les gens n'aiment plus qu'on fasse ce genre de pub quoi, des fois. Moi je voyais au début pour mes vidéos, je les posais, alors oui, tu as envie que les gens regardent tes vidéos, mais il y a des gens qui le voient d'un œil très mauvais alors que t'as pas fait de mal. Très commerçant, très... Ouais, c'est ça, et tu te fais... c'est super compliqué. Donc voilà, moi aujourd'hui j'essaye de pas forcément faire comme ça. Je donne mes conseils quand il y a des questions techniques, des questions mécaniques, je donne mes conseils exactement de la même façon que je le fais avec quelqu'un qui m'appelle. Tout comme il m'arrive très souvent d'avoir des gens qui me demandent par téléphone ou par message des choses que je fais pas, ou que je n'ai pas, ou sur des motos sur lesquelles je n'ai pas d'accessoires, j'ai pas de pièces. Je les conseille, je leur conseille d'aller ailleurs, je leur donne des liens, je leur dis d'aller où aller pour avoir des choses sérieuses, même si c'est des concurrents, c'est pas grave. Le but c'est que la personne en face, elle ait une solution, et encore une fois, qu'elle achète pas n'importe quoi. Et puis je préfère 1000 fois conseiller quelqu'un et lui dire bah tiens, il y a une boîte en France, le gars, on est concurrent, mais
il est en France, il bosse, il se défonce, il fait des super produits, va pas l'acheter 10% moins cher en Asie, achète-le chez lui, fais-le bosser, et en plus la qualité elle va vraiment être bien, et tu auras un conseil super, même s'il y a de la concurrence, c'est pas grave, ça fait bosser, moi je crois à ce truc-là, je crois au fait d'être positif, y compris dans la concurrence. Moi j'ai la chance d'avoir des concurrents qui m'envoient des clients. Oui, ça peut tourner comme ça. Ça marche comme ça. Du coup, ça devient des confrères à ce moment-là presque, plutôt que des concurrents. Oui, c'est ça. Voilà, on est sur un marché qui de toute façon est concurrentiel. De toute façon. C'est clair. Donc voilà, moi j'ai des boutiques même très connues, de succursales très connues, qui m'envoient des gens quand ils n'ont pas les bons pneus. Quand les gens leur demandent des pneus motos, ils leur disent allez voir chez Mecastor. D'accord. Je trouve ça super parce que c'est de l'honnêteté de chacun de dire j'ai pas la solution, plutôt que de dire j'ai pas la solution, débrouillez-vous en espérant que le gars il trouve pas et qu'il revienne chez toi. Apporter la solution même au si contraire, c'est pas chez toi. C'est ça. Aujourd'hui, tu es vachement off-road aussi, tu as une bécane qui est faite pour. À quel moment tu as basculé À quel moment déjà tu t'es dit tiens il existe du off-road? Parce qu'avec une R5 on n'y pense pas tout de suite. Il y en a qui y pensent avec des CB500 mais ils sont... Julien si tu nous regardes, il y en a qui le font. Il y en a qui le font, même en bassine. Mais voilà, à quel moment tu t'es dit tiens il existe le off-road et on va essayer de faire du off-road? Déjà parce qu'il y a le côté justement je regardais les courses type Paris-Dakar, mais c'était pas une vocation. J'avais pas cette envie de base, ça m'est jamais venu quand je passais le permis, je me disais pas tiens je vais aller dans les chemins. Et puis j'ai acheté il y a fort longtemps une 1150 GS, ça a été une moto que je voulais acheter et qui me faisait rêver parce que pareil, voilà, à l'époque. Et puis si tu te souviens, si t'es tombé dessus, il y a eu à une époque aussi la série de films de Ewan McGregor et Charlie Borman, Long Way Down et Long Way Round, qui sont deux films documentaires sur deux potes déjà super connus, parce que Ewan McGregor avait déjà joué dans Star Wars, voilà, c'était des gens très connus qu'on dit on fait un break, on prend 2 bécanes, alors il y a un peu de staff derrière tout ça, il y a un camion, il y a de quoi filmer, etc., il y a du matériel, mais... L'idée, c'était quand même de partir à 2 copains, ou 3 avec un caméraman, pour dire on trace, on prend des bécanes, on va rouler. Et leur premier trip, c'était avec des 1150 GS, Adventure. Et puis moi, j'ai vu ça avec des yeux. Les premiers influenceurs, en fait, quoi. Ouais, plus ou moins, ouais, complètement. Dans ce domaine-là, en tout cas, complètement. Et à cette époque-là, je me disais, j'aimerais bien une 1150 GS. Et puis, on est tous victimes de notre environnement. Et en fait, mes potes me disaient, tu vas pas acheter ça, c'est une moto de vieux, tout ça. Voilà, on mettait plus de temps à j'avais comprendre à l'époque. 23, 24 ans, 22, 23 ans. Ils me disaient, c'est une moto de vieux. Donc je me disais, t'as pas envie d'avoir une moto qui plaît pas à tes potes. C'est comme ça. Et du coup, ça a mûri un petit peu pendant quelques mois. Et puis en 2004, j'ai un copain qui est arrivé et il est venu chez moi par hasard. Enfin, on se voyait tout le temps. Il est arrivé avec une 1200 GS toute neuve, les premières 1200 GS sorties. Et il s'est pointé, il m'a dit voilà, j'ai acheté une 1200 GS. Ok. Donc la semaine d'après, j'ai acheté une 1150 GS parce que je me suis dit ok, voilà, le déclencheur il est là. Et j'ai commencé à rouler un petit peu dans les chemins dans ma Normandie natale. Et puis j'ai très vite arrêté parce que je me suis vite embourbé dans du gras, dans du machin. Et une 1150 GS, c'est pas fait pour en pneus route en plus, encore moins. Donc c'était les prémices du truc, c'était ça. D'accord. Et puis après, c'est ne pas s'interdire d'aller rouler, ne pas s'interdire de prendre le petit chemin qui part sur le côté parce que c'est un petit chemin blanc. Puis en fait, faut y aller. Faut y aller. Et puis après, plus tu y vas, et plus t'aimes, plus t'es mordu, plus tu veux progresser, donc plus tu commences à t'intéresser à la technique, au matériel, aux pneus, aux motos, etc. Ça marche. Donc c'est arrivé comme ça. Mais un petit peu tard. C'était vers quel âge ça du coup? Je me suis vraiment mis au off-road, c'était en 2017. Ah oui, donc c'est pas si vieux. Non, c'est tard. C'est tard. Ce qui explique que t'es mauvais en fait. Ce qui explique que je suis très mauvais. Et les road trips du coup, y en a eu? Comment ça s'est passé? Le premier road trip tout seul, un peu formateur, c'était pas grand chose. La plupart des gens voyagent beaucoup plus que ça, mais quand j'étais encore en 34 chevaux, j'habitais à Rouen en Normandie, et j'avais des copains à Tours, qui étaient des copains que j'avais sur internet, sur des forums, tout ça. On se côtoyait, mais on s'était jamais vu. Et j'ai dit, maintenant que j'ai une moto, j'y vais. Donc j'ai fait Rouen-Tours. Ah ouais. C'est pas la folie, c'est 3-4 heures, mais quand t'as jamais fait de trucs aussi longs tout seul... Tu pars seul, quoi. C'est pas tu pars en bande le samedi après-midi, quoi. C'est un petit peu formateur, au moins dans l'esprit. Et après, le premier vrai trip, c'était en 2008. Donc ça m'a pris un petit peu de temps. C'était en Europe de l'Est, donc Slovénie, Croatie. C'était le premier vrai trip. C'était un trip à deux motos, et puis ça a été le trip qui a un petit peu déclenché beaucoup de choses dans l'envie de partir après, de continuer à partir, parce que c'est un trip pendant lequel on a eu un accident. Donc les deux motos sont parties, un problème
Problème sur la route à très faible vitesse, mais problème sur la route d'adhérence, tout ça. Pareil, quoi. Rapatriement sanitaire, tout ça, c'était... Ah ouais, le premier road trip qui te marque bien. Le premier road trip, ouais, c'est ça, ouais. Donc en Croatie, il a fallu gérer tout ça, mais de toute façon, ça se gère, hein, l'assurance, l'assistance est là pour ça. Mais ça a été plus une expérience finalement humaine qu'une expérience moto, puisque sur place, il y a plein de gens qui nous ont aidés, il y a plein de gens qui nous ont accueillis, qui nous ont proposé, qui nous ont filé des vêtements, qui nous ont proposé de l'hébergement. Ça a été vraiment une vraie chaîne, et quand tu es habitué à rester que, entre guillemets, déjà en France, et en plus dans ta région, en fait, ça apporte ce petit truc en plus de dire, ok, j'ai envie de découvrir un peu plus l'extérieur. Moi qui n'avais jamais vraiment voyagé, je me suis dit, ok, il faut aller loin, il faut sortir, faut explorer un peu les autres pays et voir un petit peu les mentalités des gens. Et puis, on est souvent agréablement surpris. Tu as beaucoup plus voyagé que moi et je pense qu'il y a souvent des bonnes surprises. Même très loin, et même là où tu n'as pas du tout la même culture, la même langue et tout ça, en tout cas, j'ai pour le moment jamais été négativement surpris, quoi. Et ce road trip, là, ce premier road trip, du coup, vous a pas refroidi, t'es reparti après, parce que bon, quand tu te payes ce genre de... Il a fallu un petit peu le temps de réparer un peu les motos et les motos et les pilotes. Donc non, ça m'a pas refroidi. Au contraire, vraiment au contraire, ça a donné envie de... Puis il y avait le côté frustration. Parce que tout était prévu. C'est-à-dire que le road trip était un peu calé, il y avait des endroits à voir, d'autres pays. À la base, ça ne devait pas s'arrêter en Croatie, on devait aller plus loin. Et puis ça s'arrête d'un coup. Ça s'est arrêté, la Croatie, c'est pas si loin. Non. En fait, voilà. Tu peux aller tellement plus loin. Oui. Donc non, ça n'a pas été un frein, bien au contraire. C'est intéressant parce que du coup, pour tous ceux qui n'osent pas forcément faire des road trips loin, parce qu'ils ont peur qu'il arrive une galère, regarde, paf, il arrive une galère, on sait la gérer. On a de quoi se faire rapatrier, on a de quoi se faire ramener, que ce soit les motos ou quoi, et du coup derrière on repart et voilà, c'est c'est comme à la maison, quoi. Je veux dire, il t'arrive à 600 bornes de chez toi, mais en France ou même à 50 bornes de chez toi, la même chose, c'est la même merde. C'est à peu près la même problématique. Faut tout ramener, quoi. C'est plus pratique, etc. Mais finalement, on a tous des assurances qui servent à ça, on a des assistances qui servent à ça. Le tout, c'est de bien le préparer un petit peu. On en parlait dernièrement avec des amis à qui il est arrivé une tuile dans un pays étranger. Voilà, si tu prépares bien avant, d'être sûr que ton assistance elle couvre bien le rapatriement, que voilà, tu blindes bien avant, juste au niveau sanitaire et matériel. Matériel, tu peux faire ramener la moto dans les assurances qu'elle se retrouve pas là-bas et que toi tu dois aller la chercher dans 6 mois, quoi. Pour le coup, alors moi c'était la grande question, c'était si jamais il arrivait quelque chose à l'un des deux, est-ce que l'assistance couvre bien le rapatriement des deux motos, dans l'idée de ne pas continuer le trip tout seul. Oui, parce que l'autre il est pas sur l'assurance. Et le rapatriement du pilote aussi. Donc quand t'es pas blessé et quand ta moto est en bon état, techniquement l'assurance pourrait, dans ma tête j'imaginais qu'elle pourrait te dire bah non, vous êtes en bon état, vous rentrez par la route. Le retour par la route quand t'as déjà quelqu'un qui est à terre à côté, tu vois, c'est pas terrible. Donc non, là, pour le coup ça c'était prévu, donc l'assistance couvrait bien le rapatriement des deux véhicules des deux pilotes. Donc, l'assurance de l'un couvrait les deux et l'assurance de l'autre couvrait les deux, quoi. C'était, ça devait être à peu près ça. J'ai plus les détails exacts, mais c'était à peu près ça. C'est bon à potasser pour un trip lointain, futur, quoi. Ouais, je pense que c'est important. Quand tu es tout seul, tu sais que tu dois te couvrir toi. Mais quand tu es à deux, je pense que ça fait partie des questions qui se posent. Une question au niveau du voyage. Quelle est ta façon de voyager ? Est-ce que tu es plutôt en mode tu prépares tout, ou est-ce que tu es plutôt en mode tu prépares à rien ? La réponse va pas te plaire. En fait, moi, j'aime bien les deux. Enfin, je dirais même j'aime bien les trois. Je m'explique. J'adore préparer. J'aime bien l'idée de préparer, pas forcément chaque étape, chaque kilomètrage, etc., pas chaque hôtel, chaque soir, tu vois. Mais j'aime bien préparer, savoir où je vais, s'il y a des trucs à visiter, pour ne pas me dire à la fin d'un voyage, je suis passé à 2 km d'un lac qui avait l'air fou, et je ne l'ai pas vu. C'est ça. Ça, c'est toujours un peu frustrant, parce que tu ne retournes pas forcément au même endroit après ou rapidement. Donc j'aime bien ce côté préparation, puis ça crée aussi la petite excitation du voyage, de dire je l'ai tellement préparé que là je vais voir des trucs en vrai que j'ai vu sur internet ou quoi. Donc ça j'aime bien. J'aime bien aussi le voyage complètement à l'arrache où tu pars, tu te dis là je tourne à droite, là je tourne à gauche, et puis on verra bien ce qui se passe. Et puis on trouve toujours, en fait, tu trouves toujours, si tu veux pas faire de camping, tu trouves toujours de quoi loger. Si tu veux faire du camping, tu trouves toujours de quoi dormir. Enfin, c'est pas un problème en soi, donc j'aime bien ça. Et j'aime bien aussi, la troisième chose, c'est j'aime bien être spectateur de ça, c'est-à-dire ne pas savoir qu'on m'emmène, tu sais, que ça soit préparé ou pas, mais se dire, je suis derrière, je suis. Ouais, ça fait des vacances des fois. C'est ça. Et le truc, c'est que moi, quand j'ai commencé la moto, en règle générale, j'étais plutôt celui qui emmenait les groupes.
J'étais plutôt celui qui amenait les copains, qui trouvait les routes, les traces, les machins. Donc tu sens un petit poids sur toi parce que les autres te suivent et c'est toi qui as organisé, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis je l'ai tellement fait, les gens se sont beaucoup reposés sur moi. Oui. J'aimais bien, hein, c'était pas un problème. Hein. Mais un jour, t'as envie qu'on t'emmène. De temps en temps, je prends goût à ça, de dire ok, là je sais pas. Tu vois, c'est bien aussi. Ouais. Mais quand on a roulé ensemble sur l'Ardéchoise, tu vois, un coup t'étais devant, un coup j'étais devant, c'est bien d'être derrière aussi. Tu te dis, c'est pas moi qui suis la trace, c'est pas moi qui fais la navigation. Quand t'es devant, tu fais la navigation, donc tu t'appliques et tout, tu fais ça bien. Mais t'as pas le même. C'est pas le même voyage. Tu vois, tu le vis pas de la même façon. Clairement. Et moi j'aime bien tout ça en fait. Est-ce que tu as un gros voyage que tu as envie de faire ou peut-être que tu vas faire? Est-ce que tu as un gros truc en tête, quoi? Alors oui, et c'est pareil, ça va pas être... c'est pas extraordinaire. J'ai eu... moi, je suis tombé vraiment en amour pour l'Europe de l'Est et principalement la Croatie, le sud de la Croatie. Okay. Parce que première expérience un peu spéciale, etc. Donc voilà, c'est resté comme ça. J'y suis allé 6 ou 7 fois. Ah oui, quand même. En voyage. Et j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. D'accord. Et en fait, voilà, aujourd'hui, j'ai envie de faire découvrir ça à ma chérie. J'ai envie qui ne connaît pas du tout. Et j'ai envie de refaire des coins que je connais déjà et de lui faire découvrir parce que moi, c'est des trucs qui me donnent encore des étoiles dans les yeux. Et j'ai envie de découvrir encore d'autres trucs. Donc c'est pas extraordinaire. Après, évidemment, un jour, un de ces quatre, l'Amérique du Sud, des choses comme ça. Voilà, ça fait partie des voyages que j'aimerais bien faire. Dans les voyages un peu plus loin, un peu plus compliqué à mettre en œuvre en tout cas. Mais de toute façon, pour l'instant, avec la boîte, au bout de 4 ans, je peux commencer à me dire, je me prends 1 semaine, je prends 2 semaines, voilà. Je peux commencer à fermer, mais pas plus et pas 10 fois dans l'année. Oui. Donc voilà, je fais en sorte, voilà. Là, on se fait une petite semaine en Espagne, en off-road, justement, c'est 4 ans, première année où je me prends 1 semaine complète. Ah oui, quand même. En dehors de Noël, la période de Noël, jour de l'an, mais une vraie semaine complète de vacances où il y a vraiment un truc de prévu, de programmé. Donc on part entre copains, on va rouler au mois de mai. Voilà, ça va être les vacances sympas de l'année et puis reprendre un peu d'énergie. Côté moto, est-ce que tu as une moto qui te fait rêver ou une, ça peut être la même ou pas, que tu rêverais d'avoir? Alors ouais, justement, il y a une moto qui me fait rêver. Je pense que c'est un truc de gamin parce que quand j'étais gamin, un ami de mon père avait ça dans son garage et je me souviens, j'étais adolescent, je me souviens voir ça en me disant je sais pas ce que c'est, et une fois que je m'étais renseigné, puisque c'était l'époque pré-internet, pré-Google, une fois renseigné, je m'étais dit mais en fait j'ai vu une moto de fou, c'est une Yamaha R7. Pas les R7 qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'ils ont réutilisé le nom là depuis peu. La R7 avant... C'était le moteur de la R6, mais elle était complètement folle, non? C'était pas ça? Dans mes souvenirs de gamin et dans ce que je me souviens des recherches que j'ai faites, c'était une moto de fou, c'était vraiment un aboutissement de quelque chose. Après, peut-être que je me fais une fausse idée de ce que c'était, c'est possible, mais je préfère garder ce truc-là, tu vois. Je préfère le garder un peu intact en disant, voilà, c'est une moto. C'était que piste, ça? C'était une moto... C'était homologué route? Il me semble qu'elle est sortie en très peu d'exemplaires pour l'homologuer. Pour la compétition. Ah, ok. Ouais. Et en moto qui me ferait rêver, donc ça, pour le coup, vu que je suis pas pistard, je suis pas moto sportive, j'ai eu des motos sportives, mais c'est pas trop mon truc. Donc ça, c'est inaccessible, on va dire. En tout cas, je l'achèterai jamais. Mais en moto accessible, il y en a une qui me fait rêver depuis très très longtemps. Et c'est pareil, je sais que ça fait pas unanimité. C'est Avinton. C'est un petit fabricant qui fait des motos faites main sur mesure. C'est parce que Kenny Reeves a, non? C'est pas celle-là, non? Non. Parce qu'il y a une marque aussi fait main. Non, mais c'est un peu dans le même esprit que Bro Superior ou des marques comme ça, qui ont une espèce de savoir-faire, de faire des trucs. Alors on aime, on n'aime pas, c'est très clivant. C'est ça que j'aime bien, c'est que c'est ultra clivant. C'est accessible dans le sens où, de mémoire, je crois que c'est des motos entre 40 et 50 000 euros. C'est pas hors de prix. C'est vraiment la moto rêve, quoi. C'est pas hors de prix, voilà. C'est le prix d'un gros monospace. Donc en fait, techniquement, c'est accessible. C'est pas forcément, voilà, c'est pas un projet d'achat du tout. Si Avinton m'écoute, on peut en parler. On peut la mettre dans le shop. Envoyez-moi un mail, je suis contactable. Et on la met dans le shop. Mais non, voilà, Avinton, c'est anglais, non? C'est quoi? Pareil. Il y a une partie qui était construite en France à une époque. Là, il faudra peut-être faire un cut parce que je vais peut-être dire des grosses conneries. De mémoire, je crois que c'était en France. À une époque, on les voyait sur tous les salons de la moto. Ah, ok. Le gars, c'est pas beau de dire le gars, le responsable d'Avinton, c'était une personne qui était passionnée du truc.
Et à chaque fois qu'on le voyait, pendant plusieurs années de suite, on l'a vu sur les salons, salon de Lyon, salon de Paris à l'époque aussi. Et en fait, à chaque fois, on est resté avec lui pour discuter. C'est pas quelqu'un qui nous a mis dans une case, ils n'achèteront pas. Au contraire, c'est quelqu'un qui nous a dit, regardez ce qu'on sait faire, vous êtes jeune, pas jeune, vous êtes client, pas client, regardez ce qu'on sait faire, et avec une passion qui est folle. Et tout, chaque détail, tout est fabuleux. C'est encore plus intéressant pour tomber amoureux de ce type de moto. C'est ça, en fait, il se passe un truc. Et pour en avoir souvent parlé avec des amis, il y a beaucoup qui me disent « Ah, c'est pas beau, c'est... » Ok, c'est pas grave. Et voilà, ça c'est une moto de rêve. Je sais pas si j'en achèterai une un jour, peut-être pas. Mais c'est bien aussi d'avoir des fantasmes et des rêves et tout. C'est bien. Après, moi j'aime bien toutes les motos. Donc j'ai eu beaucoup de motos. J'ai eu pas toutes les marques, mais j'en ai eu quasiment toutes les marques, donc je suis fermé à rien, moi je suis pas sectaire. Bah, la preuve, t'as acheté une Touareg. La preuve, j'ai acheté une Aprilia. Première Aprilia du coup, je crois. Je pense que c'est ma première Aprilia, ça doit être la 30e moto que j'ai, et je crois que c'est la première Aprilia. Ah oui, 30e moto quand même. Ouais, 29 ou 30e, je sais plus. Ok. Ouais, moi j'ai un dernier truc, à la rigueur. À tes yeux. Tu as un dernier truc. J'ai ramené un truc pour toi. Oh là là. Oui, parce que tu sais, je suis très assidu de ta chaîne et de tes réseaux sociaux. Oh là là. Et c'est rien du tout, mais je t'ai ramené juste un nouveau snoot parce que je te vois faire tes stories où tu mets un snoot sur ton genou pour pas prendre le soleil. Oui, ça sert à ça aussi. Et c'est un ancien, c'est un vieux. Je crois que j'ai les nouveaux aussi. Bah oui, mais j'en ai ramené un quand même. Ah merci, trop bien. Pour mieux protéger ton petit genou fragile. Impeccable. Avec le nouveau logo. Bah, je me suis dit. Tu sais que ça sert à ça. C'est pas marqué dessus. Tu sais que dessus, là, je sais pas si on voit, il y a marqué. Bon, ça va briller, je pense, avec l'éclairage, mais il y a marqué tout ce qu'on peut faire avec un truc comme ça. Oui, c'est comme le WD-40, c'est les 1001 applications. C'est ça. WD-40, et personne ne dit qu'en fait, ça peut protéger une cicatrice du soleil. C'est ça. On devrait quand même. Je devrais faire une notice avec. Voilà, pour les motards, on devrait. Merci, le mec de Mecastor. Et en hommage en plus à Jonathan, le mec de Mecastor. Ah oui, alors oui, il faudrait peut-être quand même, on pourrait peut-être quand même dire ça, c'est que. C'est vrai, la genèse, ouais. C'est que quand ça évitera qu'à chaque fois ils me disent, oui, mais le mec de Mecastor, c'est de lui. C'est de moi. C'était dans la vidéo des KTM Days. C'est ça. C'est ça où on voit et tu te fais mal. Et donc on va pas en parler parce que ça c'est avant chiant. que je me fasse mal, quand même. Où il dit oh le mec de Mecastor. Et en fait on se fout de la gueule avec cet accent, mais en fait c'est son accent. C'est son accent. Parce qu'il est de l'ouest ou du sud-ouest quoi. Et du coup bah nous c'est le mec de Mecastor. On le fait très mal, mais c'est comme ça. Voilà. Et depuis ça c'est resté. Ouais. Donc ça appartient à Monsieur l'Adventuriste. Mais je crois qu'il a déposé un des droits, je crois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je le dis, je lui dois une bière, c'est ça? Je crois. Ouais. Bon, et ben va falloir qu'il revienne. Va falloir, ouais. Très bien. Il sera obligé de revenir, il n'y a pas le choix. Merci Arnaud d'être venu nous rendre visite autour du tonneau pour cette petite interview. J'aurais bientôt eu toute la famille. Si tu as des petits qui arrivent bientôt, tu me les enverras dès qu'ils font de la moto. Pas prévu. C'est pas prévu. Eh bien j'espère que cet épisode vous aura plu sur cet échange avec le mec de Mecastor. Aïe, 10 balles, une bière. Et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Je vous dis pas avec qui, c'est une surprise. En tout cas, il y aura des trucs sympas à raconter autour du road trip. À la prochaine. Mais t'as même pas de clap. Mais y a pas besoin. Mais je m'en fous. Il veut un clap. C'est pour l'objet. Attention. Clap. Voilà. Là, oui. Action. C'est moi qui dis action. Bah vas-y, clap maintenant. Il faut clap ton ordi. Allez, c'est bon. Voilà. On a un réel. On a un réel, ouais. Vous recommencez la prise là, c'est pas bien. T'as pas mis assez maintenant. On a un réel, la pellicule est gâchée quoi. On a un réel relou par contre. Ouais, un vrai réel relou. Ouais. Tu sais quoi, on peut pas le garder. Ça sent qu'on va pas être payé cette connerie. Je le vois venir gros. Mais on peut pas nous embaucher le réel. Du coup, on peut virer le réel. Ah ouais, t'es viré. Je m'en vais. C'est moche. Non, reste.